Le Shure MV7, un des meilleurs micros pour streamers et youtubeurs sur le marché, est-il à la hauteur de sa réputation? On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Ça fait déjà depuis quelques mois que je le teste, vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, il est dans le champ de vision depuis quelques mois maintenant et d'ailleurs il est devant moi. Je peux donc maintenant vous donner mon avis construit après des mois d'utilisation concrète pour l'enregistrement des vidéos sur la chaîne. Il est très bon, par contre il n'est pas parfait, il a quelques défauts et il vaut mieux les connaître si vous pensez à investir. Un grand merci à Shure pour l'envoi du micro pour test. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas été rémunéré pour la faire. Je n'ai pas eu non plus de pression pour la faire malgré tout le temps que j'ai pris pour faire ce test, quelques mois donc. Et enfin, Shure n'a pas de droit de regard sur ce que je dis dans cette vidéo. Depuis que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai essayé pas mal de micros, mais c'est la première fois que j'ai un micro plutôt haut de gamme et je dois avouer que c'est quand même bien agréable. Du matériel de qualité, du matériel haut de gamme, ça se sent et franchement pour la production des vidéos, c'est quand même beaucoup plus efficace. Quand on a passé du temps à galérer sur du matériel moins bon, quand on arrive sur du matériel comme ça, on sent le gap dans la qualité. Mais soyons clairs, ce n'est pas indispensable. Investir dans du matériel qui coûte plutôt cher, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est vraiment pas indispensable. Quand on fait des vidéos YouTube ou alors quand on fait des streams sur Twitch ou autre chose, on peut très bien utiliser du matériel qui n'est pas aussi onéreux. Moi-même, j'ai roulé pendant très longtemps avec du matériel qui était correct. Quand on choisit d'acquérir un micro comme ça, c'est parce qu'on a envie de s'investir un peu plus sérieusement dans son activité d'enregistrement ou bien tout simplement parce qu'on a envie de se faire plaisir. Avec ce MV7, on passe donc dans la catégorie au-dessus de 250 € et par rapport au micro que j'utilisais avant, c'est le double du tarif. Et il y a des micros encore moins chers. Ce que je constate, c'est que depuis que je l'ai, ça me fait gagner pas mal de temps et il est très utile parce que j'ai des conditions d'enregistrement assez extrêmes. Je n'ai pas une pièce qui est traitée, j'ai beaucoup d'écho là où je suis, il y a beaucoup de réverb. J'ai un voisinage qui n'est pas très calme, il y a très souvent du bruit à l'extérieur. J'ai aussi souvent une climatisation qui tourne. Bref, ce ne sont pas les conditions idéales, donc pour moi, ça m'a fait gagner du temps et de la qualité. La plus grande particularité du MV7, c'est qu'il s'agit d'un micro qui se branche en USB et en XLR. Il fait les deux, alors que généralement, il faut choisir. Alors attention, ce modèle, c'est le MV7 tout court. Il existe un autre modèle qui s'appelle le MV7X, avec un X à la fin, donc qui lui n'est que XLR. Si la fonctionnalité USB, si c'est ça qui vous intéresse, c'est le MV7 qu'il vous faut. Ne vous trompez pas parce que l'autre ne coûte pas le même prix non plus. En USB, c'est donc hyper pratique parce qu'il suffit de brancher le micro sur son ordinateur et c'est tout. L'installation est on ne peut plus simple. Le micro est reconnu automatiquement, que ce soit sur PC ou sur Mac. D'ailleurs, le son de cette vidéo est bien entendu enregistré sur le PC avec la prise USB qui est branchée avec le micro. Il n'y a pas de traitement sur OBS et sur le logiciel de montage que j'utilise, donc DaVinci Resolve, il y a juste un petit filtre pour éviter les bruits de fond, les bruits de parasites. J'ai aussi réglé les niveaux pour que ce soit dans les normes sur YouTube, pour pas que ce soit trop fort ou trop bas. Sinon, à part ça, c'est le son que sort ce micro avec les réglages qu'il y a de ce côté-là. Comme ça, vous pouvez voir exactement ce que ça donne. On parlait donc des réglages. Le plus gros avantage de l'utilisation en USB, c'est l'appli maison de Shure qui s'appelle Shure Motive, que vous pouvez télécharger et qui gère les paramètres du micro directement sur votre écran d'ordinateur. Pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose en son, vous avez donc un choix en automatique qui est vraiment très pratique pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête sur les réglages. Vous avez donc Auto Level et vous avez deux positions. Vous avez proche pour near et far pour éloigner. Ces deux options, c'est par rapport au positionnement du micro. Là, je l'ai mis en proche, donc en near, parce que le micro n'est pas très loin de moi. Mais si vous mettez sur far, donc je l'ai mis en loin et j'ai gardé le micro à côté de moi. Normalement, ça devrait changer un petit peu parce que ça vous permet de le poser un peu plus loin dans des configurations où vous n'avez pas envie que le micro soit trop proche de vous. Dans mon cas, ce n'est pas bien judicieux parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi, donc il vaut mieux que je le mette plus proche de moi. Juste en dessous, vous avez le réglage de tone, c'est donc le rendu de votre voix. Là, à l'heure actuelle, je suis en mode naturel. On va passer en bright. Bright, ça veut dire brillant. Vous avez donc beaucoup plus de présence dans ma voix. Là, je continue à parler normalement. Je n'ai pas changé quoi que ce soit dans ma diction.
J'entends pas ce qui a changé, mais vous devez l'entendre. Et là, si je repasse en naturel, vous pouvez voir que ma voix a encore un peu changé. Et là, je vais passer vraiment vers la particularité du son de Shure. Le mode dark, ça donne plus de basse à votre voix, ça donne vraiment ce côté chaleureux, un peu son radio à ma voix. Et pourtant, je n'ai pas changé du tout ma façon de parler. C'est juste le micro qui fait tous ces changements en soft. Ça, c'est vraiment l'avantage du branchement en USB. Pour ceux qui sont un petit peu plus chevronnés dans le traitement du son, vous avez aussi le mode manuel. Vous avez donc plusieurs options qui sont un petit peu plus techniques. En premier lieu, vous avez le gain. Le gain, c'est tout simplement si vous parlez fort ou pas par rapport à votre environnement. Là, je l'ai mis à 33 pour ma voix. Ensuite, vous avez l'EQ. L'EQ, c'est un peu l'équivalent des tones que vous avez dans le mode auto. Ça vous permet d'avoir des rendus pour votre voix qui soient légèrement différents. Là, on est en flat, donc tout plat, sans aucun traitement. Ici, première option, c'est là où vous coupez les sons parasites qu'il y a au niveau des basses. Normalement, ça doit être un petit peu mieux. L'option d'après, je vais l'enclencher tout de suite. C'est pour avoir plus de présence dans la voix. C'est un peu comme le mode brillant qu'il y avait en mode auto. Et enfin, vous avez le mélange des deux en même temps sur High Pass et Presence Boost. Ces réglages, c'est un peu l'héritage des micros mythiques de chez Shure. On en parlera dans une autre vidéo. C'est par exemple des réglages qu'on peut trouver aussi sur le modèle SM7B, qui est donc une légende dans le monde des micros. Et c'est signé Shure aussi. Ensuite, vous avez le limiteur. Alors, limiteur, c'est pour pas que le micro prenne trop de bruit quand vous criez. Et enfin, vous avez le réglage pour le compresseur. Vous avez donc 3 stades. Il y a light, donc léger, ou alors en médium, en mode moyen. Et après le mode moyen, vous avez enfin le gros réglage pour un compresseur vraiment très marqué. Là, je déconseillerais cette utilisation parce que c'est quand même assez fort. Je conseillerais plutôt le moyen ou le light. Chez Shure, c'est fait de façon très très simple, mais si vous avez envie d'avoir ces réglages sur d'autres micros, c'est possible aussi. Il faut juste installer des plugins qui gèrent l'EQ sur OBS. Là, c'est juste que c'est très très simple et ça peut être mis en œuvre par n'importe qui n'y connaît rien en son. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête et vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience d'ingé son pour pouvoir vous en sortir. Au niveau de l'enregistrement, je constate que ma voix est bien retranscrite, elle est assez chaleureuse. J'ai une voix qui est plus belle avec ce micro qu'avec un autre. Il est donc très précis dans sa retranscription de la voix et parce qu'il est beaucoup plus précis, il faut aussi être beaucoup plus rigoureux dans sa diction et dans son enregistrement. Il est précis, donc il prend les fins de phrases très clairement et aussi, par ailleurs, les petits bruits de bouche qui passent, les bruits parasites, il faut donc articuler bien comme il faut pour que l'enregistrement se passe au mieux. Par contre, en échange, vous avez une voix très chaleureuse, une voix presque professionnelle, on va dire, et c'est très agréable d'avoir une belle voix avec un micro comme ça. Une autre chose à laquelle il faut faire très très attention avec ce micro, c'est qu'il prend beaucoup les plosifs. Les plosifs, ce sont les sons en P, en S, en F. Ce sont les sons qui font que vous projetez du souffle sur le micro. Là, par exemple, vous voyez que le micro, je l'ai mis un peu sur le côté. C'est justement pour pallier à ce problème. Si je parle directement dessus, par exemple, comme ça, là, il est juste en face de moi. Et si je le place comme ça, vous allez entendre beaucoup plus de sons qui sont plosifs. Plosifs. Voilà. Donc, si je ne fais pas d'effort, vous allez entendre ce genre de choses. Surtout si je le place très près du micro. Là, je parle donc juste en face du micro. Pour moi, ce problème de plosif, c'est vraiment le plus gros problème de ce micro. Ce n'est pas incontournable. Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire comme j'ai fait tout à l'heure. Le placer sur le côté comme ça. Et donc, vous ne parlez pas directement dans le micro. Ou bien, vous pouvez aussi le placer plus loin. Et il faut que je retourne dans les réglages et que je place le réglage à phare, donc éloigné. Dans mon cas, c'est pas trop envisageable parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai un environnement qui est plutôt bruyant et j'ai beaucoup de réverbération dans ma pièce. Donc, c'est pas l'idéal. On peut s'en sortir, mais ce n'est pas l'idéal. Ça ne me satisfaisait pas. Une autre solution, c'est d'utiliser ce genre de choses. Vous avez donc ce qu'on appelle un windscreen en anglais. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée. Je suis en train de faire ma vandame. Vous placez ça devant.
Et vous pouvez parler comme ça. Donc si je fais des plosifs comme ça, normalement, ça doit aller mieux. Mais vous avez un gros machin, hein, devant votre visage pendant les streamings, c'est pas l'idéal. Ça se fait, mais c'est pas non plus la meilleure solution. Une autre solution que je vous propose et qui est aussi un secret de polichinelle dans le monde d'internet par rapport à ce micro, c'est de changer la mousse de protection. Cette mousse-là, c'est celle de son grand frère, le SM7B. La mousse qui est fournie par défaut avec le MV7 n'est pas d'une qualité extraordinaire. Il vaut mieux la remplacer par cette mousse-là que vous pouvez acheter séparément. D'ailleurs, il y a les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Je vais la changer en direct pour que vous voyez. La forme change un petit peu, mais vous allez avoir plus de protection des plosifs. Donc là, si je parle directement dans le micro, je suis tout près. Je continue à parler comme ça et les plosifs sont beaucoup moins audibles avec cette protection. Je vous parlais de mon environnement qui est assez bruyant généralement. C'est donc un micro dynamique, directionnel et il est très très bon pour isoler les bruits qui sont un peu plus éloignés du micro. J'ai fait des enregistrements où dehors il y avait un boucan pas possible parce qu'il y avait carrément un spectacle d'opéra en bas. Alors d'opéra traditionnel asiatique chinois en bas de la rue, oui oui. Et des jours où je devais absolument faire un enregistrement et j'ai quand même pu le faire. J'ai un environnement qui est donc pas très calme avec des bruits de circulation, des scooters, des voitures qui passent et il est très très bon pour rejeter ces bruits quand on met les bons réglages et aussi quand on parle près du micro. Vous comprenez mieux pourquoi j'étais sensible au problème des plosifs parce que je devais parler très proche du micro. Par contre, il est très sensible pour les sons qui sont au contact du micro. Par exemple, les bruits du bras de micro ici, si je touche là et là, donc là je touche le support du micro ou la table, ça s'entend un petit peu. C'est pas très bon pour isoler les sons qui sont au contact du micro. Pour la suite du test, j'ai remis la mousse d'origine, j'ai enlevé celle qui était en option pour que vous ayez une meilleure idée de ce que vous avez quand vous sortez le micro de sa boîte. Dans cette partie du test, je vais moduler ma voix volontairement, je ne parle pas comme ça d'habitude. Attention, là je vais parler très fort. Je vais donc parler très fort dans le micro pour voir ce que ça donne au niveau du son. Normalement, vous devez m'entendre un petit peu plus fort. A few moments later. Je viens d'écouter l'enregistrement, ça va, c'est pas trop catastrophique. Là, on va faire le contraire. Je vais parler très doucement et je vais m'accrocher du micro. On va faire une séquence ASMR. Maintenant, on passe à de l'ASMR. Donc, je vais parler encore plus bas. Et maintenant, on passe à de l'ASMR. Le réglage de l'appli n'a pas été adapté en conséquence. Il est toujours en auto. On est en réglage naturel. Je vais peut-être passer en mode dark. Alors, je viens de me rendre compte que les plosifs étaient vraiment catastrophiques sur l'enregistrement de tout à l'heure. Donc là, je vais rechanger la mousse de protection. Je n'ai pas réglé quoi que ce soit. En plus, on est sur les mêmes réglages. Je disais donc, profitez-en pour vous abonner. Ce n'est pas souvent que je fais de l'ASMR. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à sonner la cloche aussi. Enfin, cliquer sur la cloche. Peut-être même à devenir membre soutien. Dans cette partie, on va faire le branchement en XLR et on va tester ce que ça donne par rapport à l'USB. Donc là, dans cette partie, le branchement est avec les deux modes, en XLR et en USB. Jusqu'à présent, on n'a utilisé que l'USB. Dans cette partie, on va donc switcher de l'un à l'autre, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Dans cette partie, il y a beaucoup d'informations à l'écran, mais c'est normal, ça peut être utile pour tous ceux qui ont besoin d'avoir ces informations-là pour avoir une idée plus claire de ce que je suis en train de faire. Vous avez donc deux niveaux audio, surtout j'ai réglé pour que ce soit à peu près équivalent, pour pas qu'il y ait une différence dans le volume qui soit trop flagrante. Sur la piste 1, on a donc le branchement en USB, le son qui sort jusqu'à présent. Sur les autres parties du test, c'est ce son-là que j'ai pris. Et sur la piste 2, on a le son en XLR qui passe donc avec le Nexus Avermedia, qui est donc l'interface son que j'ai. Il n'y a rien d'autre pour booster le son, c'est juste le micro branché directement dessus, qui est ensuite branché en USB sur mon ordinateur. Bien sûr, en XLR, vous n'aurez donc pas tous les petits avantages du soft de Shure. Vous ne pourrez donc pas régler comme ça en automatique un son plus brillant ou un son plus chaleureux ou un son plus neutre. Il va falloir compter sur la console en elle-même ou alors passer par OBS et faire les réglages par vous-même manuellement. C'est possible,
Sachez qu'on peut le faire, mais ce n'est pas aussi simple que sur l'interface en USB. Et comme vous pouvez l'entendre, le micro s'en sort plutôt bien dans les deux modes, en USB comme en XLR. On a une belle voix, ce n'est pas trop déformé, et moi je suis plutôt satisfaite des deux côtés, et ça permet surtout d'avoir ces deux interfaces et de pouvoir pallier à toutes les situations possibles. Juste pour le sport, on va aussi comparer avec le son du micro SM7B qui est la référence de Shure. C'est le micro qu'on voit partout dans les podcasts, chez les youtubeurs, chez les streamers, mais aussi dans les studios d'enregistrement. C'est celui que je suis en train de tenir devant moi, que j'essaye de tenir de façon stable. Je ne peux pas le faire tenir sur un autre pied de micro parce que j'en ai pas, j'en ai qu'un seul. Et il sert ici, là, pour le MV7. Je ne peux pas non plus comparer avec le XLR à XLR. Là, ce que vous entendez, c'est l'USB du MV7 et le XLR du SM7B. La raison, c'est parce que l'interface son que j'ai, c'est donc la Vermedia Nexus. Il n'a qu'une seule entrée XLR. Donc, je ne peux pas faire une comparaison avec exactement la même chose, la même intonation en même temps. L'avantage comme ça, c'est que vous pouvez entendre les deux micros avec exactement la même intonation, la même voix. Je ne fais qu'une seule prise pour ce test. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à ma diction. J'ai pu écouter les enregistrements faits et je trouve que le micro s'en sort très très bien côté prise de son en USB. Je trouve que la différence avec la prise de son en XLR n'est pas flagrante. Les différences sont vraiment minimes. On peut donc l'utiliser en USB ou en XLR sans trop se soucier de la différence de qualité qu'il puisse y avoir. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Là, cette partie est enregistrée avec le réglage du micro en USB en phare, donc en éloigné. Pour vous donner un ordre d'idée de la distance à laquelle j'ai mis le micro, on est à peu près à une longueur de Raikasa. À peu près. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça s'arrête là. Je ne suis pas sûre que ça vous aide vraiment, mais je n'avais pas de mètre sous la main. Il est donc assez éloigné par rapport aux enregistrements que j'ai pu faire à d'autres endroits dans ce test. Et je trouve que le son est passable. Il est très très bien. On entend un peu plus d'écho parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas une pièce qui est idéale pour les enregistrements. J'ai pas beaucoup de meubles, j'ai pas beaucoup de choses qui font que le son ne rebondisse pas trop. Il y a une petite subtilité aussi dans l'enregistrement du son. En USB, donc j'ai pu dire au micro que je l'ai placé à une distance plus grande que celle que j'utilise d'habitude. Et en XLR, comme ce n'est pas le côté smart intelligent, il ne peut pas savoir que je l'ai placé plus loin. Il a donc fallu que je place dans OBS un petit filtre, un petit compresseur pour monter le gain, pour monter le volume, pour que ce ne soit pas trop bas, pour que le son soit à peu près au même niveau que la prise de son en USB. Ça fonctionne quand même. Je trouve que c'est de moins bonne qualité dans l'ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas mon mode préféré, mais c'est bien parce que ça peut aller à plusieurs configurations si vous n'avez pas la possibilité de poser le micro près de vous. Alors vous pouvez le poser un petit peu plus près. Là, je l'ai mis un petit peu loin, je trouve, mais ça marche quand même. Avec cet éloignement, vous avez donc réglé le problème des plosifs. Alléluia! Par contre, vous aurez d'autres choses à gérer à la place. Si vous choisissez d'éloigner le micro pour vos enregistrements, là, vous aurez une réelle différence dans la prise de son entre le côté USB et le côté XLR. Bien entendu, parce que le côté XLR ne sait pas que vous l'avez placé plus loin, il va falloir donc rattraper. Je trouve que ce n'est pas l'idéal parce que vous avez un espèce d'effet comme si vous étiez en train de parler dans une boîte en carton. C'est pas un effet que j'aime bien, c'est en général un effet que je cherche à effacer dans mes vidéos. Là, si vous le placez loin, vous allez avoir à gérer ça aussi. Mais c'est possible, vous pouvez toujours gérer comme ça si vraiment vous n'avez pas d'autres possibilités. Dans cette partie, on va parler des petits plus qui donnent un côté premium au micro par rapport à son prix qui est donc assez conséquent. Pour 250 €, on a donc droit à d'autres aspects bien agréables. C'est donc la construction qui est très solide. C'est ultra robuste. En gros, c'est construit comme un tank. Ce truc-là, ça se voit, ça va durer des années. On peut le transporter partout. Ça donne l'impression qu'il ne va pas vous lâcher comme ça. On sent que c'est robuste et sa finition est très, très rassurante. Les commandes du micro, là au-dessus, sont tactiles. Alors, il y a du bien et du moins bien.
C'est bien parce que ça ne fait pas de bruit. Donc quand vous réglez dessus, là, vous ne risquez pas de faire trop de bruit pendant votre stream. Par contre, je trouve que ce n'est pas très, très sensible. On n'est pas vraiment sûr de là où on est sur le réglage et il faut donc regarder en même temps qu'on fait le réglage pour être à peu près rassuré sur l'état du réglage. Il y a la commande mute et aussi la commande qui permet de gérer le monitoring. Le monitoring, c'est la prise casque qu'il y a au dos qui vous permet d'entendre en direct ce que vous dites dans le micro sans aucun délai et ça permet de mixer aussi avec ce que vous avez dans l'ordinateur. Par exemple, le son d'un stream, d'un jeu ou bien le son d'une chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder ou de quelque chose d'autre que vous êtes en train de faire sur l'ordinateur. Ça peut être très très utile quand vous faites du stream et vous pouvez régler ça aussi dans l'application de Shure avec un mix que vous pouvez régler soit du côté du micro, soit du côté de ce que vous entendez sur l'ordinateur. Ça dépend vraiment des situations. Le micro est fourni avec 2 câbles très longs, mais alors très 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 longs. L'un est en USB classique avec une prise que vous connaissez et l'autre en USB-C. À noter que ce micro est en micro USB au niveau de la connectique. Alors, je trouve que c'est un peu bizarre pour un produit qui est sorti en 2020. Ça fait certes quelques années à l'enregistrement de cette vidéo, mais déjà en 2020, c'était quelque chose d'assez répandu. C'est un peu bizarre parce que ça fait pas très futuriste, ça fait un peu accessoire d'un autre temps, mais bon, ce n'est pas grave en soi parce que ça suffit amplement pour le passage de données, pour le flux entre le micro et l'ordinateur. Il n'y a pas besoin de la vitesse de l'USB-C pour ça. Par contre, c'est juste pour un petit souci pratique. Un câble micro USB, il va y en avoir de moins en moins. Et en plus, si vous avez envie de brancher le micro sur votre smartphone, il va falloir un câble en micro USB et USB-C de l'autre côté, ce qui n'est pas tout à fait courant. Donc, ne pas oublier le câble, ne pas le perdre et surtout ne pas l'abîmer. Si jamais vous devez le changer, il va falloir s'accrocher parce que ça ne va pas courir les rues. Une fonction très intéressante du MV7, c'est qu'il peut se connecter à un smartphone pour pouvoir faire des enregistrements directement sur le téléphone. Comme ça, même si vous n'avez pas accès à votre ordinateur ou si vous avez juste envie d'une configuration très légère, ça peut rouler. Pour ça, il suffit de prendre le câble USB-C, vous le branchez sur le smartphone, après vous téléchargez l'application de Shure, ça s'appelle Shure Motive, ou alors Shure Motive Vidéo. C'est d'ailleurs avec cette appli que je suis en train d'enregistrer cette vidéo avec le son du micro. Et juste pour le sport, on va enlever le câble et comme ça vous entendrez la différence dans la captation de son. Attention, 3, 2, 1. J'ai donc enlevé le câble, le son que vous entendez là, ça vient directement du smartphone, ça ne doit pas avoir la même qualité à mon avis. J'écouterai ça à l'enregistrement après. On va rebrancher le câble maintenant. Par l'application de Shure, vous avez donc aussi les mêmes options que sur l'ordinateur. Par exemple, là je suis passé en dark alors que tout le reste de la vidéo sur le mobile a été fait en naturel. Maintenant, on va passer en brillant. Ça va se faire là maintenant. C'est fait, je suis passé en brillant, en bright. Il doit y avoir une différence. Vous devez entendre un petit peu plus d'aigu. Ma voix doit être plus claire aussi. Là, vraiment, il n'y a pas de bon choix. Ça dépend des goûts, ça dépend de ce que vous préférez. Et moi, j'ai plutôt tendance à me mettre en naturel. Pour savoir ce qui vous va le mieux, il va falloir tester par vous-même parce que nous avons tous une voix différente. Chacun a ses spécificités et c'est à vous de voir ce qui vous correspond le plus. Après l'avoir utilisé pendant quelques mois, le MV7 m'a donc beaucoup plu. Il ne me faisait pas particulièrement rêver au début parce que j'avais déjà plusieurs micros en USB. Donc pour moi, ça ne m'apportait pas forcément quelque chose. Et après l'avoir testé, c'est celui que j'ai utilisé le plus ces derniers mois. Si vous regardez les dernières vidéos, vous pouvez le voir dans le champ et vous pouvez entendre l'évolution dans mes réglages. Au début, je n'étais pas bien habituée à son côté hypersensible et au plosif à tout va. Ceci dit, j'adore le son qui est retranscrit, je trouve qu'il est très bien adapté à ma voix parce que j'ai plutôt tendance à parler doucement et pour ça, il gère excellemment bien. La solution pour pallier à ce problème de plosif, c'est donc de le placer sur le côté. Il va falloir donc apprendre à utiliser votre micro, à faire des tests pour trouver la meilleure position pour votre voix, pour votre façon de faire des enregistrements.
Comme il faut le placer sur le côté, on voit bien le logo de Shure sur le micro. Alors pour ceux qui n'ont pas envie de montrer la marque sur leur stream, il va falloir trouver des subterfuges pour pouvoir cacher le logo. Ou alors, plus simplement, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, il va falloir prévoir un petit budget en plus pour acheter une bonnette supplémentaire. Comme vous avez pu le constater tout au long de cette vidéo, ce problème de plosif est très présent. On peut contourner le problème, ça se règle, il y a des solutions. Mais à part ça, ce Shure MV7 est très bon et il est très fun à utiliser avec tous les réglages et nuances qu'on peut implémenter avec le logiciel. Mais à mon sens, son véritable point fort, et c'est là où j'ai été très surprise, c'est sa capacité à isoler exceptionnellement votre voix par rapport à l'environnement. Mais attention, hein, ce n'est pas non plus une solution miracle, hein. S'il y a beaucoup de bruit à côté de vous, on les entendra un peu étouffés au fond. Vous pouvez toujours arranger un petit peu avec la post-production en retravaillant votre son ou bien en maquillant avec un peu de musique ou des bruitages. Ça passera quand même. On n'est pas tout le temps dans des conditions idéales pour faire des enregistrements et parfois il faut faire ce genre de compromis pour pouvoir quand même faire des enregistrements et je parle en connaissance de cause. Et avec la possibilité de le brancher en XLR, c'est vraiment un petit bonus bien sympa si vous avez l'habitude de vous déplacer chez des potes pour faire des podcasts ou pour faire des enregistrements. Comme ça, vous pouvez brancher en XLR sur la console qui gère les micros de tout le monde. J'espère que ce test vous a plu et j'espère aussi que vous en avez appris beaucoup plus sur les micros. Moi, je me suis beaucoup amusée à faire ce test et je pense que ça s'est senti. Un grand, grand merci aux membres soutiens et particulièrement à Eric qui vient juste de nous rejoindre. Merci à toi. Je vous souhaite une excellente journée et sur ce, je vous dis à très bientôt.